Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. Un podcast sans tabou au sujet du cancer, avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale. Et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Et aujourd'hui, je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Alors bonjour auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que je vais être toute seule du trio, mais je vais être accompagnée. Puisqu'aujourd'hui, on accueille Camille de la... C'est quoi? C'est une association? C'est ça, hein, c'est le mot association? Parce que ici, c'est centre communautaire, donc je mélange toujours. Donc une association qui s'appelle MATNE. TNE qui veut dire tumeur neuro-endocrine. Donc bonjour Camille. Coucou Swazik. Bienvenue dans le podcast à la santé du cancer. Nous, on s'est rencontrés au salon des K-Fighteuses l'année dernière. Enfin, l'année dernière, je dis l'année dernière parce qu'on est fin 2023, mais c'était cette année. Je me prépare déjà à l'année 2024. Et je dis l'année dernière parce que ce podcast va aussi sortir en 2024. Ici, la Swazik du montage. Juste un petit point pour expliquer ce qu'est le salon des K-Fighteuses. C'est une journée organisée depuis 2018 au centre Léon Bérard à Lyon. C'est une initiative de Séverine Martin, qui est également une K-Fighteuse. Donc une K-Fighteuse, c'est quelqu'un qui a traversé le cancer et qui s'en est sorti. Et le salon des K-Fighteuses regroupe un ensemble de femmes qui ont traversé le cancer et qui s'en sont sorties, et qui en ont fait quelque chose au niveau professionnel et ou associatif. Cette année, ça aura lieu le 30 mai, donc à Lyon, au centre Léon Bérard. On va s'y retrouver parce que le podcast à la santé du cancer aura un petit stand là-bas. Donc, petit clin d'œil au salon des K-Fighteuses où je vous ai rencontrés et le feeling est bien passé et donc on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc nous voilà ensemble sur le podcast. Est-ce que tu veux déjà présenter un peu l'association MATNE ? Alors l'association MATNE a été donc des 4 cofondatrices à l'origine. Là maintenant on est 3 parce que la 4e avait déjà un emploi du temps très chargé. Elle nous suit de très près toujours, mais voilà, elle participe plus activement officiellement à l'association. Donc on s'est lancé, on s'est rencontrés par le biais d'une autre association il y a de ça un peu plus de 2 ans maintenant, avec Johanna et Pauline, donc, qui sont mes 2 autres acolytes. Et donc on a décidé dans un premier temps déjà de faire des contenus, de créer des contenus sur les réseaux sociaux pour un peu vulgariser ce que c'était qu'une tumeur neuroendocrine et surtout pour mettre en lumière la parole des patients atteints de tumeurs neuroendocrines. Donc une tumeur neuroendocrine, c'est une forme de cancer rare qui touche 3 à 5 personnes pour 100 000 par an. Donc c'est quand même assez rare. C'est caractérisé par alors en fonction des stades, ça se caractérise par une évolution plutôt lente de la maladie. Et la maladie aussi se cache derrière des symptômes qui sont plutôt communs, de type maux de ventre. En tout cas, il n'y a pas une symptomatologie particulière dans nos pathologies. Donc ça fait que la plupart du temps, il y a une grosse errance de diagnostic avant de parvenir au diagnostic. Et donc ça aboutit la plupart du temps à des formes métastasées d'emblée au moment du diagnostic. Et donc, qui dit pathologie rare dit que du coup les médecins connaissent, les médecins en ville, du coup les médecins traitants connaissent très peu la maladie et donc passent totalement à côté. Donc c'était un peu un enjeu, on va dire, de santé publique que de juste faire connaître les symptômes, faire connaître
le cancer en lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer sur les réseaux sociaux. D'abord sans aucune forme d'association, voilà, juste c'était un projet auto-initié dans lequel on s'investissait. Nous, on a participé pour une première fois au Salon des Caféiteuses, pas du coup en 2023 mais en 2022. Et à partir de donc on a tout financé de notre poche. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des personnes du coup pendant le salon qui nous ont dit est-ce que vous êtes une asso, est-ce que vous pouvez recevoir des dons, etc. Donc à partir de ce moment-là a cheminé dans notre tête l'idée qu'on acquiert une structure un peu plus officielle, on va dire, pour pouvoir mener des projets plus grands. On est devenu une association en 2022, à la rentrée 2022, en septembre 2022. Donc là, on fête un peu plus d'un an d'assaut. Et donc on continue de proposer des contenus sur les réseaux sociaux à raison de 2 fois par semaine. Donc on a une page Instagram et une page Facebook dans lequel le vendredi on fait un témoignage. Donc on traite à chaque fois des témoignages par thème. Donc on a traité la thématique du diagnostic, de l'annonce, des traitements. On a aussi traité de la sexualité, me semble-t-il. En tout cas des relations en couple, la sexualité. On a traité de l'alimentation. On a traité des thérapies un peu alternatives complémentaires. On a traité, et en ce moment on traite la question de la relation patient et soignant. Et notre prochain thème de la rentrée 2024 donc sera sur la santé mentale. Voilà. Génial. Et donc l'idée c'est de se faire connaître auprès des centres spécialisés qui suivent les patients tumeurs neuroendocrines, parce que mine de rien, même si c'est un cancer rare, il y a quand même 6000 personnes qui sont concernées en France par la maladie, d'après nos informations. Et donc l'idée c'est de vraiment qu'ils puissent se retrouver dans les témoignages, parce que voilà, en effet, vu la rareté de la maladie, on peut se dire bon, en fait, je suis un peu tout seul et se sentir du coup très très isolé, et de voir d'autres personnes qui vivent avec ce cancer-là, parfois même depuis des années, ça peut constituer une source fabuleuse d'espoir pour ces patients. Donc, l'idée aussi, c'est de se faire connaître auprès des médecins, pas spécialisés du coup, qui pourront de ce fait-là orienter aussi mieux les patients dans leur parcours de soins. Voilà. Trop bien. Et bah, c'est ça, j'allais dire déjà que ça fonctionne, puisque moi je suis arrivée au salon des Caféiteuses, j'ai vu votre stand, je suis arrivée, j'ai fait bonjour, c'est quoi la TNE? Jamais entendu parler. Donc déjà justement par rapport en termes d'information et justement de faire davantage connaître ma TNE, ça fonctionne. Et effectivement par rapport aux commentaires qu'il peut y avoir, etc., d'avoir ce lien avec les personnes qui sont concernées directement. On le sait justement à quel point c'est important pour toutes les personnes malades d'aller discuter avec des personnes qui sont elles-mêmes malades et qui du coup peuvent nous comprendre dans ce qu'on vit. Et là, effectivement, en l'occurrence, en plus avec un cancer si rare, j'imagine l'importance justement de ce lien-là. Et effectivement, nous, le point commun finalement qu'on a retrouvé, c'est que nous aussi, quelque part, on a une thématique, on le fait différemment de vous, mais on a aussi une thématique par mois avec nos podcasts. Donc c'est là, on s'est dit justement qu'il y avait quelque chose à faire. Donc cet épisode, c'est le premier a priori d'une série de 3 qui arriveront donc en 2024, pas forcément à la suite, où on aura la chance d'entendre aussi Pauline et Johanna sur des thématiques différentes. Est-ce que tu veux bien te présenter toi, du coup, en tant que Camille et pas en tant que co-créatrice de ma TNE? Bah alors, au travers de la création de l'asso, moi, mon rôle dans l'asso, c'est, parce que c'est mon métier à la base, je suis graphiste et illustratrice. Donc voilà, tout ce qui concerne l'identité visuelle de l'association. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'idée, c'est de vulgariser autour des tumeurs neuroendocrines par le biais de l'asso, mais également de le faire de manière un peu décalée. On utilise des outils et un mode de communication qui ressemble pas du coup aux canaux de communication habituels et aux discours qu'on peut voir habituellement. Voilà, je mets ma patte effectivement en tant que graphiste dans tout ça. Et donc sinon, par ailleurs, donc le cancer pour moi, donc le diagnostic, on m'a fait un diagnostic il y a de ça 4 ans, donc fin 2019, d'une tumeur neuroendocrine bronchique qui a fait qu'on m'a amputé d'un poumon. Ça a été mon traitement.
Alors par chance, la maladie était quand même avait bien progressé puisqu'on a dû me retirer le poumon en entier. Mais par chance, elle n'avait pas métastasé à d'autres endroits de mon corps. Donc j'ai eu la chance du coup de pouvoir bénéficier d'une chirurgie seule, sans traitement complémentaire. Et en fait, quand j'ai eu ce diagnostic-là, alors il s'avère que j'avais a priori pas du tout de facteur de risque. J'étais jeune, je fumais pas, je faisais du sport, je mangeais bien, enfin voilà. Donc ça confirme une fois de plus que le cancer n'est pas forcément une maladie de vieille personne qui a fumé et picolé toute sa vie. Voilà. Clairement. Et surtout dans le cas des tumeurs neuroendocrines, l'âge médian de diagnostic, il y a beaucoup de personnes qui sont très très âgées qui ont des tumeurs neuroendocrines parce que justement, vu qu'elles se cachent derrière des symptômes commun en tout cas, elle peut rester assez silencieuse pendant un certain temps et ça fait que bah oui, on atteint un âge respectable et on découvre tout à coup qu'on est atteint d'une tumeur neuroendocrine, donc ce qui n'est absolument pas mon cas du coup. Et donc en fait au-delà du coup de massue et du temps de traitement qui a finalement été très très court, en fait, entre le diagnostic et la chirurgie, il s'est passé un peu plus d'1 mois. Donc j'avais l'impression que ma vie n'avait pas du tout changé, à la fois que toute ma vie avait été bouleversée en un quart de seconde. Tu m'étonnes. Et du coup, en fait, ça a eu sur le plan personnel, ça a eu des conséquences forcément. Sur le plan de la santé mentale, du coup, on en parlait en préparant notre discussion, ça a eu aussi des conséquences. Professionnellement parlant, en fait, ça a eu aussi beaucoup de conséquences. Donc moi, juste avant le diagnostic, j'étais, et je le suis toujours, indépendante. Donc je me suis lancée à la sortie de l'école, donc il y a maintenant 9 ans. Et donc en fait j'avais des clients, mais qui, alors hasard du calendrier, ont pour diverses raisons décidé de pas forcément continuer de travailler avec moi. Donc j'ai pas eu tellement on va dire, à me justifier de ce qui m'arrivait. Donc ça, finalement, c'était plutôt un mal pour un bien, on va dire. Mais au demeurant, ça faisait que, bah, à l'issue de cette chirurgie, moi, j'ai mis plus ou moins, grosso modo, 6 mois où j'ai vraiment eu une reconstruction physique très très importante. Et pour que mon corps se remette véritablement du geste qui avait été pratiqué dessus, il m'a fallu 1 an. Donc 1 an pendant lequel... parce qu'en plus j'ai eu l'extrême chance alors si, c'est une chance parce que je suis passée entre les mailles du filet du Covid parce que c'était juste avant le Covid, du coup avant les premiers confinements, etc. Je suppose que j'aurais pas été aussi bien soignée et aussi rapidement prise en charge si j'étais tombée dans le Covid. Donc finalement c'était un mal pour un bien, mais en tant qu'indépendante, ça a quand même été un peu la double peine parce que le monde était à l'arrêt avec le Covid et moi je devais remonter la pente et me retrouver du coup des clients à ce moment-là. Mais assez spontanément, je me suis dit, j'ai envie en tout cas de me spécialiser dans la santé et le bien-être parce que je me sens légitime. Avant, en fait, j'étais un peu une graphiste tout-terrain. Je bossais pour des assos, des petites entreprises, mais pas un domaine particulier. Là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant au vu de mon expérience, d'essayer de transformer cette expérience-là en quelque chose d'artistique et de proposer du coup et d'appliquer mon champ de compétences à un domaine en particulier qui est celui de la santé, quoi. Assez rapidement a cheminé dans ma tête l'idée que voilà, je me spécialise dans ce domaine-là. C'est intéressant dans tout ce que tu dis, je vois justement la richesse enfin, c'est pour ça qu'on trouve autant de thèmes à discuter, autant de votre côté que de notre côté, parce que là, tu as abordé justement l'après-cancer, tu as abordé le fait d'être passé, entre guillemets, juste par une chirurgie et pas par les autres traitements, ce qu'on entend peut-être moins et ce qui en même temps est pas moins légitime, justement, et de la longueur de ce que ça t'a pris derrière pour t'en remettre, c'en est la preuve. L'annonce aussi, justement, l'errance médicale, enfin tout ça, c'est plein de sujets qu'on pourrait creuser. Et nous, aujourd'hui, on a quand même choisi un sujet parce qu'il faut en choisir un. Donc sur la créativité, et ça fait complètement du sens avec justement ce que tu viens de nous dire. Donc ça, si je comprends bien, ça veut dire que votre zèbre, et ça, si jamais il y en a qui ne connaissent pas encore votre association qui passe par nous et pas par vous pour entendre ce podcast, il y a un très joli zèbre qui représente l'association. Si je comprends bien, du coup, il est de toi. Bah alors en fait...
Le symbole du ruban zébré, c'est le symbole des maladies rares. C'est aussi le Mhm. symbole, me semble-t-il, des personnes à haut potentiel. On parle des zèbres pour désigner les personnes à haut potentiel. Voilà, il se trouve qu'effectivement, c'est le symbole des maladies rares. Assez spontanément, on s'est dit, voilà, ruban zébré, zèbre, ça nous faisait un avatar assez bienvenu pour parler de toutes ces problématiques. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai l'impression que j'ai participé au forum des associations de la mairie du 11e arrondissement de Paris en septembre dernier. Et il y a une personne qui, de manière tout à fait naïve, entre guillemets, j'arrive pas à trouver le terme exact, mais elle a vu le zèbre, elle a dit « Oh, j'adore les zèbres, c'est génial, qu'est-ce que vous faites ?» Et quand je lui ai dit « Bah, on est une association de personnes porteuses de tumeurs neuroendocrines, les tumeurs neuroendocrines, c'est des cancers, etc. » Elle savait plus où se mettre, du coup, mais je pense que la figure du zèbre participe activement du capital sympathie potentiellement de l'association. Et effectivement, ça peut permettre de titiller un peu la curiosité d'autres personnes qui n'ont a priori rien à voir avec le cancer, mais qui du coup, dans le cas de cette dame, je pense que, voilà, en tout cas, au moment où je lui ai dit ça, elle s'est dit, tiens, bah voilà, maintenant je connais les tumeurs neuroendocrines et peut-être que si elle y est confrontée ou par le biais d'un proche à elle un jour, elle saura dire, elle saura faire tilt Mhm. pour raccorder le truc, quoi. Voilà. Bah après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est justement vous, votre manière de parler de la tumeur neuroendocrine est peut-être différente de d'autres associations sur le cancer, etc. Et justement, en tout cas, dis-moi si je me trompe, mais c'est une des manières justement avec cette illustration-là d'attirer l'œil et de donner les informations. Justement, quelque part, peut-être que cette dame, si elle avait juste vu une tumeur neuroendocrine, elle aurait passé son chemin, alors que là, c'est une manière aussi quelque part d'attirer les gens, quoi. Et puis de donner un peu ça aussi en termes de thème, de donner une touche d'humour aussi dans cette situation-là, quoi. Et donc toi, la créativité dans ta situation, dans ton expérience de cancer. Alors du coup, donc pour raccorder avec ce que je disais, donc après, alors, en fait, c'est pas après, ça a été concomitant. En fait, moi, j'ai déjà sur mon lit d'hôpital, en fait, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. Je m'étais dit, je vais me prendre un carnet et je vais le noircir de pages de notes et d'idées, etc. Bon, dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. Mais vu que j'étais plus ou moins contrainte de rester sur mon canapé pendant facile 3-4 mois sans trop bouger, parce que sinon j'avais trop mal, c'était plus ou moins mon seul outil pour m'exprimer et extérioriser tout ça, c'était un carnet, effectivement, avec des crayons. Donc assez rapidement, en fait, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et le premier projet que j'ai initié, alors il est sorti finalement à plus 6 mois de l'opération, parce que c'était le temps de tout mettre en place. Mais j'avais vraiment besoin en fait de comprendre ce qui m'était arrivé. J'ai toujours été fascinée par les comptes rendus, les images médicales, etc. Je me disais que ça, j'allais en faire aussi quelque chose, mais c'est venu plus tard. Mais en tout cas, j'avais besoin de comprendre un peu tout ce qui s'était passé, de digérer toutes les infos médicales que je m'étais prise dans la tête très rapidement, cette avalanche d'infos. Et ma façon que j'ai eue voilà, de transformer ça, ça a été de faire un premier projet que j'ai baptisé Poumonoprix. Alors Poumonoprix parce que j'aime beaucoup détourner, en fait, globalement même dans la vie de tous les jours, faire des jeux de mots et détourner notamment des packaging de consommation courante que tout le monde connaît et d'en faire autre chose. Et donc j'ai appliqué ce principe-là à ce projet-là, c'est-à-dire que j'ai concrètement acheté des vrais packaging avec de la vraie nourriture dedans et je les ai refaits sous la forme de maquettes, du coup, pour parler des symptômes qui m'ont mise sur la piste du diagnostic, en fait. Parce que, bon, il s'avère que dans mon cas, j'ai vécu une errance de diagnostic, mais je pense que la première médecin qui m'a vue en fait fin 2017, puisque les premiers signes de la maladie sont apparus chez moi en fin 2017, un peu moins de 2 ans avant le diagnostic, moi j'ai craché du sang en fait, donc c'était plutôt un symptôme assez alarmant. Moins commun que ce que tu disais, ouais. La médecin qui m'a suivie à l'époque, en fait, parce que je me faisais 1 ou 2 épisodes de trachéite par an, donc ça se manifeste par des quintes de toux assez impressionnantes, et du coup, au moment où je l'avais vue et que j'avais craché pour la première fois du sang, j'étais malade d'une trachéite, et donc elle m'avait dit probablement que c'est lié à la trachéite, ça doit être une toux d'irritation, et voilà. Et elle n'avait pas été investiguée plus loin, et il s'avère que dans un intervalle d'1 an et demi, il s'était plus passé ce genre d'épisode, donc je m'étais dit, bon, effectivement, c'est à mettre sur le compte de la trachéite, quoi. Donc voilà, et donc c'est ça qui m'a amené
quand ça s'est reproduit plus tard, c'est ça qui m'a amené à faire des examens complémentaires qui ont abouti au diagnostic. Bref, donc ça, j'ai par exemple effectivement détourné un packaging de boulettes de viande pour parler justement de ces tumeurs, et en tout cas des symptômes qui m'ont mis sur la piste de tout ça. Et en fait, c'était pour moi ce projet-là, ça a été aussi un peu un exercice de style, dans la mesure où je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de mettre mes compétences de graphiste, du coup, au service d'une problématique de santé. Ça a eu vraiment un double effet de professionnaliser la démarche et de comprendre en fait ce qui m'est arrivé. Notamment, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais quand j'ai dessiné en fait les différents traitements possibles dans le cadre d'une tumeur neuroendocrine bronchique, et donc une tumeur neuroendocrine bronchique donc, qui atteint les bronches ou le poumon, il y a plusieurs traitements possibles par chirurgie. Soit on t'enlève un lobe pulmonaire, soit on t'enlève juste la tumeur, tumorectomie quoi, ou thoracotomie ça s'appelle dans le cadre du poumon. Et donc, soit on t'enlève un lobe, 2 lobes, ou on t'enlève le poumon entier, quoi. Parce que le poumon droit, il possède 3 lobes. Donc moi, dans mon cas, on m'a fait ce qu'on appelle une pneumonectomie. Et donc j'ai dessiné, sous la forme d'un petit schéma, du coup, l'arbre pulmonaire avec du coup un poumon unique, avec un blanc à l'endroit d'un deuxième poumon pour représenter la pneumonectomie. Et en fait, quand j'ai dessiné ce schéma-là, c'était très bizarre, mais en fait, j'ai eu l'impression d'avoir projeté à l'extérieur ce qui était à l'intérieur de moi, et donc ça m'a fait envisager aussi le corps et ce qui m'était arrivé autrement, du coup. Donc ça, c'est quelque chose, je sais pas si je peux le verbaliser facilement, mais en gros, c'était quelque chose qui m'a vraiment aidé à cheminer avec ce qui m'était arrivé et à, encore une fois, comprendre juste ce qui s'était passé dans mon corps. Et je me suis dit, tiens, en fait, ça c'est moi. Ça, je ressemble à ça, en fait, de l'intérieur. Et c'était assez troublant à la fois, et that's it, quoi. Genre, c'est... voilà. Est-ce que quelque part, ça a permis un peu de personnifier la maladie, de personnifier justement les conséquences? C'est ça, exactement. Et encore une fois, de comprendre ce qui s'était passé, et de me dire que désormais, je ressemble à ça, quoi. Je me suis posé la question, si j'ai des enfants un jour, comment est-ce que je leur verbaliserais ça? Parce que pour eux, ça va être acté que tu nais avec, a priori, tu nais avec 2 poumons. Et du coup, je vais devoir expliquer que moi, j'en ai qu'un, et qu'on peut vivre aussi avec un seul poumon, parce que ça c'était une grande crainte, je pense, comme la plupart des gens à qui on dit ce genre de choses. Est-ce qu'on peut vivre correctement avec un seul poumon? Et oui, j'en suis l'exemple vivant. Et voilà, quoi. Ça a été un élément aussi peut-être potentiellement de réassurance après derrière. Enfin, je sais pas, ça a vraiment participé du cheminement, de mon cheminement avec la maladie, quoi, du coup. Bon, avec ce qui s'était passé. Autant personnellement que professionnellement, du coup, ça a été thérapeutique. Ça a été thérapeutique personnellement, et ça t'a permis de cheminer au niveau professionnel aussi, de peut-être affiner tes envies et tes besoins au niveau professionnel, si je comprends bien. C'est ça. Et de trouver du sens, en fait, à quelque chose qui n'avait pas de sens. Oui, puis en plus, dans ton cas, justement, comme tu dis, ça te permet de visualiser parce que effectivement, ça se passe à l'intérieur quelque part. Alors oui, j'imagine que tu as des cicatrices qui te font dire qu'il s'est passé quelque chose, mais effectivement, de l'intérieur, enfin, il n'y a rien de visuel. C'est pas justement, par exemple, je vais faire une comparaison avec le cancer du sein, où là, pour le coup, c'est un organe extérieur, enfin, c'est quelque chose qu'on voit de l'extérieur. Donc effectivement, quand on enlève un sein, tout de suite, ça se voit, ou s'il change, si on met un implant, etc., qu'il n'est pas pareil que l'autre, tu le visualises plus facilement. Mais là, c'est intéressant justement de dire que toi, c'était à l'intérieur de toi, et puis pour pouvoir le visualiser, c'est passé par la création finalement. Alors, oui et non, parce que en fait, et ça c'est pareil, on m'avait pas du tout informé de ce truc-là. En fait, donc on a retiré le poumon entier, et finalement, en fait, ce qui pousse la cage thoracique, c'est le poumon, en fait. Ouais. Donc d'un côté, j'ai plus le poussoir qui permet de solliciter la cage thoracique. Je suis plutôt menue, et donc j'ai une petite poitrine, mais au demeurant, donc ça n'a pas fait un écart, on va dire, énorme en termes de morphologie, mais quand je mets des vêtements très près du corps ou que je suis nue, en gros ça se voit quand même. Je suis un peu Oui, parce que du coup, enfoncée d'un côté. Ouais.
Je suis un peu Ouais, enfoncée je d'un vois. côté et parce que, en fait, on m'a opérée par le dos, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très, très ragoûtant, mais voilà, on m'a fait une chirurgie qui a nécessité de couper, des muscles, d'écarter des os et cetera, donc en termes postural même, ça a quand même des conséquences et j'ai Mmh. beaucoup moins de mobilité sur mon côté droit que sur mon côté gauche, quoi. Mmh. Mais malgré tout, oui, ça m'a permis de visualiser un peu mieux. Et ce que je raconte aussi souvent, c'est qu'une des premières sorties que j'ai faites 2 ou 3 semaines après l'opération, donc où j'avais encore beaucoup, beaucoup de douleurs, mais j'étais sous morphine à ce moment-là. Voilà, j'ai réussi à me déplacer pour aller faire une course à 100 mètres de chez moi, quoi, ou 200 mètres de chez moi. Et donc j'ai été m'acheter 3 kiwis et 2 bananes, quoi. Et il y a une petite mamie qui a, je pense, glissé sur quelque chose derrière moi. Et en fait, elle, pour se rattraper avant qu'elle ne, enfin, pour ne pas tomber, elle s'est cramponnée en fait à mon épaule. Alors heureusement à mon épaule gauche, mais quand tu parles justement de ça se passe à l'intérieur, c'est invisible et ça a été un process qui finalement a été très 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 rapide. Voilà, j'avais pas de signe extérieur de la maladie et j'en ai finalement jamais eu véritablement. Mmh. Donc il y avait aussi ce truc-là de... alors je sais pas si là on peut raccorder avec mon côté professionnel, mais oui, visibiliser en tout cas quelque chose qui était invisible. Dans mon cas, ça a aussi été un peu un cheval de bataille, quoi. Mmh. Oui, puis en fait, la tumeur neuroendocrine, là, ça me vient de s'il y avait un mot à lui raccrocher, ça serait invisibilité. Parce que entre l'errance médicale qu'il y a avant et justement le fait que, bah, après, j'imagine que selon à l'endroit auquel tu es touché et à quel niveau tu es, potentiellement, il peut y avoir des choses plus visibles en termes de fatigue, etc. Enfin, fatigue, c'est pas vraiment visible, ceci dit, mais en tout cas, j'ai l'impression et tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que justement, même pendant la maladie ou après, quand tu as la chance justement de ne pas avoir la version métastasée, que ça reste très invisible, effectivement. Mais je dirais même dans les formes métastatiques, Johanna et Pauline en discuteront mieux que moi, mais effectivement, on pourrait pas se dire qu'elles sont Ah non, atteintes d'un c'est cancer ça. métastatique. Ouais. Voilà. Oui, oui, complètement, c'est ça. Je pensais à pendant, justement. Je disais après, dans le sens où il peut y avoir rémission pour certaines personnes, tandis que d'autres, malheureusement, ne sont pas en rémission. Mais du coup, pour moi, c'est le pendant, quoi. Donc oui, oui, en tout temps, la TNE est quand même assez invisible avant, pendant, après, quoi. Et je voulais rebondir aussi personnellement. Alors moi, j'ai pas eu de lien du tout avec le créatif dans ma profession. Enfin, pas du tout. Après, si, on peut toujours, mais mais c'était pas le média principal. Et je sais que moi, pendant la maladie, j'ai fait notamment beaucoup d'origami. Ça m'a beaucoup aidé aussi en termes d'estime de soi, par rapport justement à me dire que, tu vois, j'étais capable de faire quelque chose, tu vois, de créer quelque chose, de faire quelque chose de beau au milieu de tout ça. Ça avait vraiment quelque chose au niveau de la confiance et de l'estime de soi. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, oui, bah oui, carrément. Carrément. Moi, bon, je vais encore, du coup, je vais raccrocher avec mon travail. Bon, ça, c'est pareil, c'est venu plus tard. Faut pas, j'ai pas envie de laisser entendre dans ce podcast que pendant les 6 premiers mois, clairement, j'ai pas fait grand-chose à part être sur mon canapé. Et si, j'ai tricoté. Je me suis mise au tricot. Et effectivement, ça aussi, c'est une activité créative et qui a une dimension thérapeutique non négligeable, vraiment. Vraiment, ouais. J'ai l'impression que j'ai un peu accumulé tous ces sujets-là de la vitesse à laquelle tout s'est passé, la violence d'une opération qui voilà, m'a quand même un peu mise à terre pendant 6 mois du coup, enchaîné avec le Covid qui du coup est une maladie respiratoire, donc c'était un peu la psychose totale. Dans mon cas, je suis pas sortie chez moi pendant ouais, le premier confinement. En gros, je désinfectais les courses. Mon mec sortait en mode commando pour acheter une carotte et qu'on passait après au produit vaisselle, quoi. Enfin, je caricature à peine quand je raconte ça. Voilà, l'idée c'était de, encore une fois, trouver du sens dans tout ça, d'essayer de sublimer et d'essayer de, oui, comme tu dis, de trouver de la beauté là où il y en a pas forcément, quoi. Donc du coup, moi c'est passé par après donc les 6 mois de convalescence, on va dire, je me suis mise aussi à écrire, enfin je me suis remise à écrire et j'ai fait des illustrations et notamment toute une série d'illustrations qui sont un peu un hommage à mon poumon disparu. Parce
Parce que pour moi, c'était une façon de le faire, de continuer de le faire vivre, même si on me l'a retiré de mon corps. C'était une façon de, voilà, en tout cas, voilà, lui rendre hommage. Donc la question de s'entourer de beau, c'était très très important aussi, quoi. Est-ce que tu parles d'hommage, justement, c'était une manière d'en faire le deuil aussi? Je pense que ça a participé de ça, oui, en effet. Et ça m'a permis, en fait, je le dis régulièrement, la maladie m'a permis vraiment de reconnecter à des parties de moi-même que j'avais totalement enfouies parce que le quotidien, parce que t'es rattrapé par, encore plus en tant qu'indépendant, t'es rattrapé un peu par la problématique financière il faut que je me trouve de quoi payer mon loyer, de quoi remplir mon frigo et de quoi, voilà. Ça m'a fait reconnecter à des parts de moi que je pensais totalement enfouies à tout jamais, quoi. Et en fait, alors c'est ce que je dis aussi souvent, c'est la création pour moi a vraiment constitué un second traitement, quoi. Et je pourrais pas le dissocier du coup de ma alors résilience, même si je trouve que le mot est beaucoup trop dévoyé aujourd'hui, donc j'aime pas trop l'employer à toutes les sauces, mais voilà, de ma reconstruction, de mon cheminement en tout cas avec la maladie, ça a été vraiment voilà, primordial et vital en fait, presque. Oui, c'est ça, sans le côté créatif, ta reconstruction, justement, comme tu dis, n'aurait vraiment pas été la même, quoi. Non, pas du tout. Voire même peut-être n'aurait pas pu aboutir, d'ailleurs. C'est ça. Enfin, après, alors du coup, c'est un peu, je sais pas si c'est très objectif parce que finalement, les outils créatifs faisaient partie de mon quotidien avant. Alors, il se trouve que à cause du Covid, encore une fois, j'ai pas pu connecter avec d'autres patients et bénéficier de soins de support du coup, comme dans le cadre d'un parcours classique avec un cancer, parce que probablement que j'aurais pu en bénéficier par ailleurs. Après, je me pose la question si honnêtement c'est véritablement le Covid qui a fait que j'ai pas forcément eu besoin de tous ces soins de support, ou juste parce que j'avais déjà ces outils-là à portée de main qui m'étaient familiers, et du coup, bah, j'avais déjà trouvé entre guillemets mon moyen d'extérioriser tout ça, et voilà, j'avais pas besoin forcément d'autres médias pour l'exprimer, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait, nous, dans notre épisode sur les thérapies complémentaires, c'est qu'effectivement, tu peux y aller avec des professionnels qui proposent différentes pratiques, mais il y a aussi possibilité de faire des choses de ton côté à toi. Enfin, justement, toi, tes illustrations, ton tricot, moi, mon origami, clairement, c'est des choses qui sont, pour le coup, à portée de main et qui sont, enfin voilà, à chacun, même le dessin, etc. Il y a pas de règle à suivre. On n'est pas dans un cours d'art plastique, quoi. Donc, clairement, c'est d'y aller et de faire aussi fonctionner son intuition et son. Enfin, c'est ça, pour moi, ça connecte plein de choses, quoi. C'est autant, comme je disais tout à l'heure, l'estime de soi, la confiance en soi, mais c'est effectivement aussi l'intuition. C'est aussi bah, évidemment le côté créatif, mais c'est aussi ouais, le côté thérapeutique. Enfin, pour moi, c'est plein de choses, quoi. Il y a tellement de choses qui se mettent dans la créativité. Et il y a tellement de possibilités de créativité aussi, justement. C'est extrêmement large. J'ai vu, moi, il y a des gens qui ont repris, par exemple, pour la radiothérapie, on crée une sorte de masque pour tenir la tête, qui est donc moulé vraiment à la forme de la tête de la personne. Et enfin dans des ateliers d'art-thérapie, justement, il y a des personnes qui ont repris ces masques-là et qui les ont peints, qui les ont agrémentés de plein de choses. Et je trouvais ça magnifique. Enfin, comment, là aussi, mettre de la beauté et remettre en valeur quelque part un élément qui a aussi des liens vraiment de souvenirs très désagréables certainement. Donc ouais, il y a plein de choses possibles comme ça. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre d'ailleurs? Je sais plus. Il y avait quelqu'un qui avait créé un truc aussi où je m'étais dit waouh, quelle bonne idée, mais tu vois, ça m'échappe. Mais je sais que ben, comme justement j'avais fait en termes d'origami, moi à l'hôpital, je m'étais apporté, j'allais être hospitalisée pardon, pendant 3 semaines. Et donc je m'étais apporté de quoi je faisais un énorme nuage en papier avec des étoiles en dessous. Et je l'avais offert aux infirmières, puis elles l'avaient accroché dans leur salle. Et ouais, pour moi, c'était ça aussi, tu vois, c'est une manière quelque part de partager ton art, c'est aussi une manière de remercier et de créer encore plus de liens
C'était tellement drôle ça à chaque fois les infirmières, les aides-soignantes, je mets au féminin parce que c'était beaucoup des femmes. Mais même les personnes de l'entretien, tu vois, j'avais de l'origami accroché dans ma chambre, j'avais des bijoux que je faisais, etc. Et donc ça faisait toujours parler. C'est une manière de créer du lien aussi. Et je sais qu'à un moment, il y avait des infirmières qui étaient venues pour que je leur apprenne à créer des étoiles en origami, tu vois. Donc c'est comme ça, il y a vraiment moyen de rigoler avec ça. À un moment, dans une des hospitalisations que j'ai eues, justement, il y avait aussi une jeune fille qui se promenait avec une guirlande d'origami accrochée à sa potence, là, que moi je l'appelais ma pieuvre. Et je me disais, mais excellente idée, et c'est sa mère qui lui avait fait ça, tu vois. Et ouais, je me dis, il y a tellement. Moi, j'ai un moment aussi, j'ai rêvé, comme justement dans ces hospitalisations-là, on peut pas apporter de fleurs. Comme c'est en chambre stérile, etc., on peut pas apporter des vraies fleurs. Et à un moment, j'ai créé des fleurs en papier. Et tu vois, à un moment, je me suis imaginé, un jour, je ferai des fleurs en papier à offrir aux personnes hospitalisées. Enfin, tu vois. Donc, il y a tellement de possibilités. Et, ouais, et encore une fois, pour moi, tellement d'impact là-dedans, variés et divers. Enfin, quelque part, on pourrait justement reprendre toutes nos thématiques et je suis sûre qu'on pourrait raccrocher la créativité à toutes les thématiques qu'on a abordées, quoi. Quand finalement tu as un diagnostic d'un cancer, tu es tout à coup projeté dans un monde que tu connais pas du tout. Tu es projeté dans un statut par défaut un peu de patient ou voire même tu deviens un peu un numéro d'administration quoi. Et pour moi, en tout cas dans mon cas, la créativité ça a été une façon de réacquérir aussi un statut de juste personne, de femme qui certes a traversé un cancer, mais je ne suis pas qu'une patiente. Et voilà, reconnecter à des parts de moi-même, finalement, grâce à la maladie, j'ai pu me dire à un moment donné que j'étais artiste. Et ça n'était pas Ah. intervenu avant Oh, waouh. ce moment-là. Là encore, ça n'a pas été un éclair de génie. Tout à coup, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, tiens, je suis artiste. Mais je pense que véritablement, dans mon cas, le cancer, ça a été plutôt une bénédiction, quoi. C'est bizarre de dire ça, mais clairement, je ne serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé, quoi. Et même s'il y a des conséquences encore aujourd'hui, enfin voilà, c'est une maladie qui du coup est un peu sourde, qui peut se redévelopper, mais que dans quelques années. Enfin voilà, j'ai un suivi à vie. Encore une fois, je suis toujours dans un entre-deux de quand bien même je suis en rémission, je peux potentiellement encore être patiente. Il m'est arrivé quelques soucis de santé ces dernières semaines qui ont fait que voilà, de nouveau, j'ai rebasculé dans cette autre dimension. Mais clairement, pour moi, c'est la question du faire en fait et de fabriquer quelque chose de tes mains avec ta tête, hein, juste. Mais pour moi, c'est assez fondamental. Enfin, j'ai pas beaucoup croisé finalement de personnes dans mon parcours qui me disaient bon, je veux passer à autre chose et j'en ferai rien. Finalement, toutes les personnes que je connais de près ou de loin en font quelque chose, que ce soit un podcast, que ce soit écrire un livre. Voilà, pour moi, ça me semble être important à un moment donné de pas juste considérer ça comme bon, je me suis cassé la jambe, je me suis pris les pieds dans un tapis, quoi. C'est un truc qui est un peu plus pesant dans tous les sens du terme, quoi, qui fait poids dans notre existence. Donc ça me semble être hyper important de trouver aussi son outil, son mode de communication, sa voix pour s'exprimer par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. Et ce pourquoi je raccroche avec ce que je fais beaucoup maintenant. Ça, pareil, ça a été le fruit d'une réflexion et d'un cheminement, mais au tout départ, en fait, donc j'ai commencé à faire beaucoup de projets personnels, comme j'expliquais, faire des illustrations, etc. Après, quand on a repu plus ou moins vivre une vie normale et revoir les gens autrement que par le biais du visio, je me suis remis à aussi contacter voilà, des professionnels de santé et du coup connecter aussi avec d'autres patients, ce qui m'était pas arrivé en 8 mois, plus ou moins après l'opération. Et je me suis rendu compte que en ayant ces outils-là créatifs entre les mains, je pouvais aussi potentiellement les partager avec d'autres et contribuer au fait que d'autres patients qui n'ont pas forcément ce savoir-faire artistique et cette, on va dire, cette intuition-là de se mettre à des activités créatives, ça puisse leur bénéficier aussi à eux. Donc j'ai créé, je suis nulle en date, mais ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, que je fais des ateliers créatifs à destination
des patients. Maintenant, c'est à destination des soignants aussi, parce que je me suis rendu compte que voilà, les soignants ont aussi besoin d'avoir des espaces d'expression créative, vu le rythme de vie qu'ils ont. Et voilà, donc c'est l'idée de faire ces ateliers créatifs, c'est parti de ce constat que j'avais un savoir-faire, j'avais certains outils, et que je pouvais juste partager en fait, et contribuer à sublimer tout ça. Et du coup, de faire en sorte que d'autres personnes qui traversent la même épreuve puissent également aussi trouver un moyen de la sublimer. Et alors, du coup, ces ateliers, tu les fais en présentiel, tu les fais à distance? Ça se passe où? Si jamais il y en a qui sont intéressés. Ouais, je suis pas hyper adepte des ateliers en visio, parce qu'encore une fois, j'aime bien faire, fabriquer, tout ce qui est matérialité, c'est quand même important. Donc c'est un peu plus compliqué de concevoir un projet ou une œuvre à distance. Donc je privilégie quand même les ateliers en présentiel. Donc j'en fais dans mon propre espace de création qui est à Montreuil, donc à côté de Paris. Et sinon, j'en fais là beaucoup en ce moment dans les établissements de soins directement, en fait, parce que je me suis dit que il y a, je pense, un besoin dans le cadre de l'après-cancer, de l'après-maladie en général, une fois que tu es un peu laissé tout seul à l'issue des traitements, il y a un vaste sujet, mais il y a aussi un sujet sur juste la qualité de vie à l'hôpital quand tu as des hospitalisations qui sont hyper longues et que finalement tu vois pas grand monde et il se passe pas grand chose dans ta chambre à part regarder le plafond, quoi. Je trouve que c'est hyper important aussi de proposer des moments un peu d'évasion et de créativité dans le cadre des traitements, en fait. Nécessairement, il y aura moins de prise de recul. Quand tu es dans le vif du sujet, tu parviens pas forcément enfin, même pas du tout à prendre du recul sur ton expérience. Juste avoir la possibilité d'exprimer ce que tu traverses à un instant T, pour moi, ça me semble être hyper primordial, quoi. Ouais, et puis même si c'est justement d'extérioriser les émotions, les diverses émotions qu'on peut traverser, sans forcément, effectivement aller dans l'analyse de qu'est-ce que ça veut dire et cetera. Juste déjà d'avoir un média, d'avoir quelque chose pour exprimer ça, je trouve ça déjà énorme. Enfin, c'est déjà thérapeutique en soi. Puis après, effectivement, le recul peut venir, dans un second temps. Mais dans tous les cas, effectivement, je pense que le côté créatif a toujours un intérêt et effectivement, il va avoir un intérêt différent si c'est pendant, si c'est après. Enfin voilà, selon le moment du parcours, ça a toujours un intérêt pour moi et effectivement, ça peut avoir des intérêts différents. Et c'est assez intéressant parce que en fonction effectivement des productions et du moment où tu les fais, ça te permet, quand tu les vois, je pense à des collages que certains patients ont pu faire pendant, et on les revoit 1 an ou 2 ans plus tard, et tu mesures aussi du coup le chemin parcouru, et quand bien même, voilà, quand je t'entendais dire prendre du recul, en fait, c'est pas tellement. C'est là où du coup mes ateliers se distinguent d'ateliers d'art-thérapie, c'est qu'il n'y a pas de lecture à proprement parler, à dimension psychologique. Enfin, l'idée c'est pas de rentrer ça dans le cadre d'un parcours de soins. C'est véritablement juste de trouver un terrain pour juste s'exprimer et, comme tu dis, extérioriser ses émotions. Mais c'est assez intéressant du coup pour moi, ces productions-là, c'est un peu c'est une façon de faire des états des lieux à un moment donné, et quand tu les revois aussi, tu te dis waouh, c'est incroyable d'avoir pu faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, quoi. Ouais, et puis justement, c'est super intéressant ce que tu dis là, dans le sens où on a tendance à oublier, enfin, comme tu disais, dans l'après, il y a rien de, il y a pas un moment, un tilt qui te fait justement te dire au niveau professionnel, je vais faire ça, je vais changer. C'est jamais du jour au lendemain, c'est tout un cheminement. Et en même temps, justement, comme c'est un cheminement, comme c'est quelque chose qui se fait de manière progressive, bah, on a tendance à oublier des fois la progression qu'on a fait justement. Il y a des fois où on se dit mais putain, j'avance pas en fait. Et c'est hyper intéressant d'avoir des médias, d'avoir des choses concrètes finalement qui te rappellent ça. Alors il y a des personnes, ça va passer par l'écrit et ça va passer par les mots, mais effectivement ça peut passer par plein de choses et notamment par l'art et des choses visuelles. Ça va être flagrant quoi quand tu vois ça, tu te dis mais ça c'était il y a 1 an. Mais attends, mais il s'est passé tellement de choses en fait entre-temps, mais finalement ouais non ça a full avancé. Donc c'est hyper intéressant ouais ce que tu dis là non seulement ça peut aider sur le moment de différentes manières encore une fois.
Et effectivement, pas nécessairement dans la psychologie, pas nécessairement dans l'analyse, juste dans l'expression, juste voilà, l'extériorisation et juste dans penser à autre chose aussi pendant un temps. Parce que quand tu le fais, ton dessin ou ta création, c'est pas nécessairement consciemment en te disant j'extériorise en ce moment mes émotions. C'est juste, des fois, tu passes un moment où tu as l'impression de faire autre chose et de penser à autre chose. Et donc, effectivement, d'avoir ces choses-là, finalement, au fur et à mesure, à comparer ou à te rendre compte ben ouais, en fait, il y a plein de choses qui changent, quoi. Plein de choses qui avancent. Et de lire du coup ton histoire aussi différemment à l'aune de ces créations, quoi. Et du coup, c'est un peu, enfin, là, je rebondis sur la série d'illustrations que j'ai faite sur mon poumon. Enfin, pour moi, il y a aussi une forme d'attachement du coup à ces œuvres-là parce que quand tu dis que tu avais offert ton nuage aux aides-soignantes, bah moi j'ai offert à mon chirurgien, j'ai fait une illustration avec un oiseau qui du coup dont les ailes sont des poumons qui sort de sa cage thoracique. Voilà, c'était une façon de poétiser un peu les choses. Et cette illustration-là, clairement, enfin voilà, je l'ai offerte à mon chirurgien, je l'ai offerte à ma pneumologue, et c'est quelque chose qui fait sens et qui fait date entre guillemets dans le parcours aussi, quoi. Mhm. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait de leur offrir ça, du coup? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah pour moi, c'était une façon de leur rendre ce qu'ils m'ont donné en fait, en partie. Et je trouve ça, ouais, c'était un témoignage de gratitude en fait. Avec mes moyens, c'était une façon de leur dire bah merci, vous m'avez juste sauvé la vie, quoi. C'est je sais pas, j'ai pas d'autres choses intelligentes à dire à ce sujet-là, mais Non, mais je trouve que ça, par contre, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, que t'es pas un simple numéro, t'es pas une simple patiente non plus. C'est une manière de leur dire merci aussi à ta manière à toi, quoi, quelque part, et de leur... En tout cas, c'est ce qui me vient là quand tu me dis ça, c'est que je me dis, c'est une manière aussi d'exprimer aux soignants ou aux soignantes la vision de leur patiente, quoi. Et de cette patiente-là en particulier. C'est aussi très personnalisé, quoi. d'humaniser un peu. Et oui, bah en fait ça, je rebondis là-dessus parce que donc, il se trouve que là dans mon métier aujourd'hui, je suis amenée beaucoup au travers des ateliers et au travers de, parce que donc je suis restée graphiste, donc je travaille sur des logos pour voilà, bah, ça a été aussi une façon de, encore une fois, de leur rendre ce qui m'avait donné et de trouver du sens. J'ai fait dernièrement le logotype du programme de transplantation de mon chirurgien et d'un pneumologue, parce que donc mon chirurgien est aussi chercheur et c'est un éminent chercheur en matière de transplantation de poumons, de cœur. Enfin, l'hôpital où j'ai été soignée, qui est l'hôpital Marine-Anne-Longue, c'est une pointure en matière de voilà poumons artificiels. Enfin, ils sont un peu à la pointe de tout ça. Et donc, mon chirurgien fait partie d'un réseau de transplantation. Et en gros, j'ai dessiné le logotype de ce réseau. Donc, c'était une façon pour moi de boucler la boucle. Enfin, alors ça, c'est un effet collatéral, hein, c'était pas recherché, mais j'ai un attachement particulier du coup à ces personnes-là parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Et parce qu'encore une fois, c'est intéressant de... Oui, qui me voient finalement autrement que en tant que patiente qui est pétrie de douleur, malade, etc. Et c'est une forme de... Alors, c'était pas conscient au départ, mais c'est une forme aussi un peu de revanche du coup sur la maladie, que de me dire, bon voilà, maintenant je suis en train de faire des logos pour mon chirurgien et c'est plutôt cool, quoi. Et ma peur que j'ai eue quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé cette dernière semaine, et que du coup j'ai un peu... j'ai rebasculé dans ce statut de patiente. En fait, j'avais hyper peur. Alors je dis rebasculer, mais du coup dans ma tête c'était je rétrograde au statut de patiente et du coup ils ne vont que de nouveau me considérer comme une patiente. Du coup je pourrais plus travailler avec eux. Et ça c'était une peur que j'avais qui était très forte, que je me suis verbalisée très très vite quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, parce que voilà, j'avais peur de nouveau être plus considérée que comme une patiente, alors qu'ils me voyaient, ils avaient pu me voir autrement, quoi. C'est peut-être bizarre à amener comme ça, mais pour moi c'était hyper important en fait de... Non, non, ça fait du sens. Et donc, enfin, où est-ce que tu en es de peur-là aujourd'hui, après ces quelques semaines passées Je sais pas si j'aurais une réponse très nette à la question. Bon, là, a priori, ça n'a rien changé parce qu'il s'avère que du coup, les résultats et les examens que j'ai passés sont bons. Finalement,
l'interlude je suis de nouveau plus qu'une patiente existe plus vraiment. Mais je me suis quand même posé la question de si véritablement, par exemple, j'avais dû avoir une récidive ou quelque chose comme ça, comment est-ce que eux ils se comporteraient, comment moi je me comporterais vis-à-vis d'eux. Du coup, je saurais pas répondre véritablement à la question. Après, là, avec ce qui s'est passé, du coup, ça n'a rien changé. Et du coup, je continue de travailler avec eux et tout se passe très bien. Et voilà quoi. Mais c'est aussi, on me pose souvent la question en fait enfin, ça amène à la question de, enfin, qu'est-ce que ça te fait du coup de continuer enfin, de professionnellement être dans la sphère du cancer. Finalement, t'es ramené un peu toujours à la question de la maladie, etc. Je saurais pas dire si on refait un épisode dans 15 ans ou dans 10 ans, est-ce que je travaillerai encore dans la santé. Je dirais que probablement oui quand même, mais j'ai pas l'impression en fait. Enfin, j'ai l'impression que effectivement, enfin, je parlais de légitimité. J'ai l'impression que véritablement j'ai quelque chose à dire sur le sujet et j'ai des compétences du coup à amener parce qu'au-delà d'avoir quelque chose à dire et d'avoir ma propre histoire personnelle avec la maladie, c'est voilà, de me dire en fait quand je fais un logo, en fait finalement quand je fais un logo pour un programme de transplantation, ça a 1000 fois plus de sens pour moi que de faire un logo pour une asso de quartier, quand bien même l'asso de quartier est super et fait des projets super, hein, je dis pas que ce soit teinté santé et de me dire que encore une fois, voilà, c'est une histoire de vase communicant, c'est une histoire de renvoyer l'ascenseur. C'est finalement le projet Pulmonoprix ça a pas donné lieu à plus qu'un projet qui pour l'instant dort dans mes tiroirs, mais il y a eu une version un peu plus officielle d'une plaquette à destination des patients porteurs de tumeurs neuroendocrines qui a été du coup qui m'a été commandité par un laboratoire. Et encore une fois, c'était une façon de me dire, bon, je rends quelque chose, j'amène ma patte, en fait, pour les patients, notamment, et ça, c'est ce qu'on fait avec l'émission de l'ASSO. Et je contribue à mon échelle à faire quelque chose, quoi, pour faire avancer... les choses, l'information, etc. Je dis pas que c'est énorme ce que j'apporte, mais c'est une façon, voilà, encore une fois, d'apporter ma pierre à l'édifice de cette sphère-là, quoi. Mais je lisais il y a pas très longtemps justement un livre sur développement personnel, enfin, construction de soi, apprentissage de soi, etc. Et ça fait partie de nous humains, cette idée de partage, justement, cette idée de sens. Et je crois que c'est d'autant plus visible, en fait, dans le cadre de la maladie. Et je pense que les gens qui ne sont pas passés par là ne comprennent pas nécessairement, effectivement, parce qu'ils se disent, mais attends, mais ça a été une période toute pourrie pour toi, vraiment flippante et tout. Et tu veux comme avoir vraiment lien avec ça pour, en tout cas, un bon moment, j'allais dire, pour le restant de tes jours, on ne sait jamais en termes de profession, mais en tout cas, enfin, tu veux t'engager là-dedans et garder le lien avec ça ne te tente pas de juste tourner la page. Mais justement, c'est quand même aussi une manière de tourner la page, en fait, de donner du sens à ça, de contribuer à ça, et grâce, comme tu dis, justement, à cette légitimité qu'on a acquérie en passant par là, qu'on a acquis. Ah oui, pardon. Qu'on a acquis en passant par là. Et enfin, ça serait super intéressant, tu vois, justement, de parler au salon des cafighteuses avec les différentes cafighteuses de ce sens qu'elles ont. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment un truc commun. Et alors, par contre, il n'y a aucune injonction là-dedans et aucune obligation quand on est passé par là d'en faire quelque chose au niveau professionnel ou associatif. Et en même temps, bah, c'est le cas pour quand même pas mal de gens qui en font quelque chose. Et moi, je pense que en fait, comme tu disais tout à l'heure, on en fait forcément quelque chose et si c'est pas au niveau professionnel, c'est au moins au niveau personnel. Je pense que de toute façon, ça t'apporte tellement des questions d'identification, un chamboulement identitaire, des questions de valeurs et de priorités qui sont vraiment différentes, que ça a forcément des conséquences dans ton quotidien. Et effectivement, de se lancer dans tout ça, ça donne du sens, quoi, à cette expérience. C'est une manière, comme tu disais, de se venger aussi. Et même si non, effectivement, ça rend pas les choses toutes belles, toutes roses, et il y a quand même des conséquences difficiles, ça n'empêche que ça apporte là aussi encore du beau et à tout ça, quoi. Ça sublime ce qu'on a vécu, quoi. Waouh! T'as fait une super conclusion là. Parce que je suis en train de regarder l'heure, j'ai fait waouh. En fait, ça fait 1h15. Ouais. Mais non, mais et encore, tu vois, là, j'ai plein d'autres questions, plein de choses qui me viennent et c'est la conclusion d'à peu près tous nos épisodes de podcast, hein, c'est qu'on pourrait en parler pendant des heures.
très clairement. Parce que là, on est plutôt allé sur nos expériences personnelles, mais justement, toi qui fais des ateliers, etc., on pourrait aussi parler des patients que tu rencontres et de leur expérience à eux. Éventuellement, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, pourquoi pas. Mais je te propose effectivement pour que ça reste audible pour tout le monde et que les gens aient envie de nous écouter pendant 1 heure, qu'on conclue tranquillement. Comment tu te sens, toi, à la fin de cet échange? Encore plus déterminée et alignée avec le fait que la créativité, c'est... Voilà, encore une fois, je pense que tu peux me retirer tout, mais si tu me retires la créativité, je m'éteins, clairement. Donc, c'est ce que je plébiscite souvent, c'est peu importe en fait votre moyen d'expression. Je pense que déjà dans la vie, c'est hyper important, indépendamment de la maladie, en fait, de pouvoir s'exprimer. Enfin, je vois tellement de gens, des gens qui me sont très proches, qui, sans forcément être passés par l'épreuve de la maladie, qui trouvent aucun sens à leur existence parce qu'ils ont un job à la con, parce que... Moi, je parle beaucoup du professionnel parce que finalement, c'est quelque chose qui fait tellement partie de moi que... alors si, c'est du travail, hein. Je vais pas dire que voilà, c'est parce que je sais dessiner, je fais des petits dessins, que voilà, c'est pas du travail. Mais c'est du travail qui fait du sens. Et, et voilà, sans être passé forcément par la case de la maladie, c'est hyper important en tant que juste être humain de s'exprimer et de trouver, sans forcément que ce soit ton travail, du coup, un terrain d'expression. Effectivement, tu peux faire des origamis, tu peux faire du tricot quand tu rentres du boulot le soir, mais en tout cas, il faut trouver un moyen de processer tout ce qu'on traverse. Et du coup, voilà, que tu en fasses ton métier ou pas, pour moi, c'est assez vital, du coup, d'avoir son terrain pour s'exprimer. Peu importe le moyen, peu importe la façon, peu importe le timing, peu importe, voilà. Et donc, pour moi, la créativité, c'est un terme assez générique pour désigner plein de choses, au final. Moi, je dirais que la créativité résout tout. Ou presque, en vrai. Mais je trouve ça intéressant justement qu'on ait fait l'épisode toutes les deux sur la créativité parce que toi tu l'as au niveau professionnel et moi non. Et quelque part justement ça montre parce que moi si la maladie par rapport à la créativité ça m'a raccroché à la créativité en fait la maladie parce que je faisais plein de choses quand j'étais plus jeune. Je faisais déjà des bijoux justement, je faisais de la pâte fimo, enfin bref j'étais déjà dans le créatif et en fait pendant toutes mes études de psycho j'en ai pas fait. Vraiment pas, parce que justement j'avais un peu là, et puis c'est pareil, même tu vois, pour la lecture, je lisais pas de romans parce que j'avais vraiment l'impression que tout ce que je devais lire c'était de la psycho, que c'était vraiment mes études en priorité et que c'était le centre de ma vie, quoi. Et en fait, justement, de tomber malade et d'avoir davantage de temps pour me raccrocher à ça, je me suis rendu compte, ouais, du côté vraiment, comme tu disais en fait tout à l'heure, vital, vraiment du côté indispensable de mon parcours à ce moment-là. Et justement, je me suis dit, ok, soit tu ne dois plus jamais lâcher ça en fait. Tu dois plus laisser la vie prendre le dessus au point de lâcher la créativité, de lâcher tes moments créatifs. Et je le vois bien aujourd'hui, malgré tout, il y a des fois où il y a plusieurs mois où je crée pas. Et je le vois en fait que ça me manque et je vois que ça, au niveau moral, au niveau mental et tout ça, ça a des impacts quoi. Donc, je trouve ça intéressant de se dire que oui, au niveau professionnel, ça peut beaucoup t'aider. Et en même temps, on est d'accord que c'est justement dans ton cas, c'est professionnel, mais ça a des impacts personnels. Ça va forcément ensemble. Mais ça peut aussi, voilà, sans forcément parler d'en faire quelque chose de professionnel, l'importance d'avoir cette part-là et effectivement de manière vraiment différente. Ça peut aussi passer par le corps, la danse. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Mais ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vraiment, c'est hyper important pour tout le monde, je pense. À plus forte raison dans le cadre d'une maladie, pour moi, parce que tu peux, dans les conséquences d'une maladie, tu peux voilà, développer des addictions, voilà, devoir prendre des médicaments, etc. Et alors, là encore, ce que j'avance n'est pas du tout scientifiquement prouvé, mais en gros, j'irais presque dire que pour moi, entre me donner un Doliprane et me dire vas-y, tu dessines, en fait, le Doliprane fait moins d'effet que quand je dessine, quoi. Donc, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que voilà, j'aurais pas. Mon opération était nécessaire et je n'ai pas guéri de mon cancer grâce à la créativité. Hein, je sais pas du tout ce que je dis depuis 1 heure.
Mais en tout cas, c'est quelque chose qui parfois peut être un support qui est vital et qui peut parfois être une bonne solution. Quand on parle d'art-thérapie en général, alors pour moi, on en discutait l'autre jour avec des dramathérapeutes. Pour moi, l'art-thérapie, ça englobe vraiment, c'est comme le parapluie au-dessus, puis ça englobe plein de choses. En dessous, justement, on y met plein de choses. Mais on parle de l'art-thérapie comme une thérapie complémentaire, justement. Donc pour moi, ça va complètement de pair avec le médical. Et oui, non, on s'entend qu'on ne parle pas de ne faire plus que de l'art et, et de laisser le médical. Mais par contre, ça a tout à fait un côté, pour rattraper justement ce que tu disais par rapport aux médicaments, ça a quand même un côté méditatif qui est vraiment pas négligeable, quoi. Puis surtout, ce qui n'est pas du tout traité quand, par exemple, tu fais une chirurgie ou une chimiothérapie ou des radiothérapies, etc., c'est tout l'aspect psychique. Et du coup, bah, là, pour le coup, les médecins, ils ont beau te prescrire de la morphine, ils ont beau te prescrire des choses et d'autres, ça résout pas ces problèmes-là. Et Dieu sait que dans le cadre d'un traitement contre le cancer, généralement, la question de la santé mentale est bien mise de côté. Enfin, pour parler de ma propre expérience, donc je disais, j'ai eu 6 mois de reconstruction à proprement parler physique. Et en fait, je me suis tellement concentrée sur la reconstruction physique que j'ai totalement mis de côté le côté psychique. Et en fait, j'ai eu un effet rebond énorme à plus 6 mois de l'opération où je me suis dit, oh, waouh, en fait, là maintenant c'est bon, je peux rebouger mon bras, je peux revivre plus ou moins normalement, mais ouais, il s'est passé quoi, en fait. Donc il y a un peu un truc de choc post-traumatique, mais à retardement, on va dire, que j'ai vécu. Et en effet, bah là, oui, il y a eu des sessions, j'ai eu des sessions de psychothérapie. J'ai fait appel à un hypnothérapeute où j'ai fait quelques séances aussi avec lui. Voilà, encore une fois, il y a eu ce traitement complémentaire-là de créer et de faire de l'art qui a été salvateur dans mon cas, quoi. Mais effectivement, je pense que toute la part de créativité sur le plan de la santé mentale, ça peut être aussi, ça peut faire partie des solutions, quoi. Carrément. Et aussi, justement, dans l'après, enfin, t'en avais aussi parlé un peu plus tôt dans l'épisode, et là, tu prêches une convaincue, puisque moi, c'est sur cette part-là que je veux travailler, que je veux accompagner les gens. Mais effectivement, c'est sur du long terme, là, on parle de conséquences sur du long terme. C'est pas parce qu'effectivement, on nous annonce une rémission que tout est bien et tout est fini et on peut continuer, quoi, au-delà du physique. Mais là, je sens que si on si on continue là-dessus, vraiment, on part pour... Moi, il est 12h30, hein, ceci dit, je peux encore parler longtemps. Moi, il est un peu plus tard. Mais par contre, si tu veux bien, on mettra en description les informations éventuellement pour trouver tes ateliers. Si ça peut intéresser des personnes, je trouve ça vraiment chouette que tu proposes ça. Et puis, bah, merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour ton invitation et pour ton temps. Et puis bah voilà, on partagera évidemment les informations de l'association également en description. Trop bien. Trop cool. Et puis bah voilà, il y aura les prochains épisodes avec Johanna et Pauline à venir. Affaire à suivre. Affaire à suivre, on ne spoilera rien. Et bah merci beaucoup et à la santé du cancer.